Bonjour Laurent et merci d'être avec nous dans cette émission. Donc toi tu es neurochirurgien, donc tu as été, j'ai envie de dire, pour reprendre les termes, guéri du gouvernement en première ligne, même si j'aime pas trop ça et on va sûrement y revenir. Et aujourd'hui, merci d'avoir accepté l'invitation, on va évoquer la question de la santé bien évidemment. Ben, je t'en prie, c'est bien qu'on puisse communiquer sur ce combat-là. C'est important, je pense. Donc voilà, aujourd'hui ma première question elle est de savoir quel est l'état d'esprit du personnel soignant dans le pays, puisqu'on a passé des semaines de tension, enfin vous avez passé des semaines de tension extrêmes, et aujourd'hui dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Ce qu'il faut voir, c'est que cette crise sanitaire là qui nous tombe dessus, elle tombe sur une population, on va dire, soignante qui est déjà de base fatiguée, surmenée, qui gère la pénurie au quotidien. Bon, l'épidémie du coronavirus, finalement, n'a fait que mettre en exergue l'état latent dans lequel fonctionne l'hôpital public français, quoi. Donc, les manques de moyens, les manques de lits, les manques de matériel, les manques de personnel, euh, la perte de sens dans notre travail, à faire des tâches en fait. Alors pour les médecins, les cadres, c'est plus des tâches administratives. On va demander de faire des codages, de remplir des tableurs, de faire des réunions qui ne mènent à rien, etc. Et puis pour le personnel, on va dire paramédical, qui sont près des malades, bah, c'est de courir toute la journée, à la fois gérer le manque de moyens, mais aussi de personnel. Donc, les gens n'ont plus le temps, en fait, de prendre du temps auprès des patients, de discuter, d'échanger, de rassurer. Donc, ils le font, mais en fait, on voit bien que ce système hospitalier, il ne tient que par l'abnégation des personnels. Et on l'a encore vu dans cette crise du coronavirus. Ce n'est que l'abnégation du personnel soignant. Quand je parle du personnel soignant, ça va du technicien, de l'agent de laboratoire, de l'hôtesse d'accueil, jusqu'au médecin, quoi. En passant par les infirmiers, les aides-soignants, les agents de service hospitalier. Voilà. C'est grâce à tous ces gens-là que ça a tenu. Voilà, parce qu'on a bien vu qu'on était déjà dans une situation très précaire et puis l'épidémie n'a fait qu'amplifier ça. Et là-dessus, c'est ajouter l'incurie de la gestion de cette crise sanitaire. Donc oui, je pense que l'hôpital n'a tenu là que grâce au courage des soignants qui ont... Bon, les soignants, ils n'attendent pas des médailles, hein. Ils ont fait juste leur métier, j'ai envie de dire, mais ils l'ont fait avec cœur, ils l'ont fait avec passion. Mais on arrive à un point, je pense, on est près de la rupture, quoi, parce que pour revenir sur la question qui était celle de l'état d'esprit des soignants, je pense que les gens sont assez désabusés. Bon, il y a plusieurs façons de le voir, hein. Il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle des épuisements professionnels. Il y a beaucoup de maladies liées au métier qui surviennent, la pénibilité, en particulier pour ceux qui font beaucoup de manutention des malades et les aides-soignants en particulier, des douleurs articulaires, des problèmes lombaires, d'hernie discale, des choses comme ça. Et puis, il y a un autre symptôme, c'est le peu de participation des soignants aux mobilisations pour défendre l'hôpital. Je pense que c'est un symptôme aussi de cette grande fatigue, en fait, et la perte d'espoir que les choses changent. Et donc, les gens sont assez résignés, je pense, fatalistes. Et malheureusement, ce qui est en train de se passer, moi, ce que j'ai dit dans plusieurs interventions, ce qui me paraît le plus grave pour l'avenir de l'hôpital public, c'est qu'on est en train de rendre la profession de soignant peu désirable, en fait. Et on voit qu'il y a moins en moins de monde qui s'engage dans ces voies de professionnelles. On voit aussi, ce qui est grave, par exemple, ça a été remonté par le syndicat des infirmiers, qu'un tiers des jeunes infirmières abandonnent dans les 5 ans. Donc c'est quand même, ça, c'est des choses très graves en fait, hein. C'est l'écologie un petit peu de notre profession, si vous voulez. On voit ces symptômes-là et on est dans une crise. Je pense qu'on est
à l'entrée d'une crise majeure. Donc, si vraiment on ne change pas la façon de fonctionner de l'hôpital public, qu'on ne revalorise pas les salaires des soignants, parce que revaloriser les soignants, les reconnaître dans leur travail, c'est aussi à un moment revaloriser leur salaire. On ne peut plus tolérer que les infirmières soient au 28e rang de l'OCDE. C'est à proprement parler indigne. Et ça, c'est vrai pour les infirmières, mais c'est vrai pour les autres professions médicales, même les médecins. Donc, je pense que le moral est en berne. Bon, on a été quand même content de voir le soutien de la population dans cette phase, on va dire, épidémique, parce que les gens ont vu l'importance de l'hôpital public. Mais on reste quand même, enfin, moi je parle pour moi, mais je pense que c'est assez partagé dans le milieu, circonspect de voir ce qui va se passer dans les semaines, les mois qui viennent. Est-ce que la population sera vraiment là pour nous aider, nous défendre, et s'il le faut dans la rue? Ça, on est quand même un peu dubitatif, mais on ne perd pas espoir malgré tout. Sinon, on arrête la lutte et on plie les cannes et puis on laisse filer un peu notre système de santé qui est déjà bien dégradé, quoi. Tu parlais d'incurie, il y a eu un documentaire qui est passé un peu surréaliste sur Emmanuel Macron et la gestion de la crise, où il dit cette phrase, il n'y a jamais eu de pénurie de masques dans ce pays. Qu'est-ce que toi tu as ressenti quand tu as entendu le président dire ça, alors qu'on sait que le personnel soignant et d'ailleurs tous les personnels qui travaillaient au-delà de l'hôpital manquaient de protection pendant cette crise sanitaire? Bon, c'est de la novlangue managériale macroniste, on va dire. C'est une façon, en fait, de tuer le sens de la réalité en utilisant de façon dévoyée la langue, en fait, pour nier le réel. Donc ça s'applique à la santé, mais ça s'applique à tous les domaines de gestion de la société. Quand il y a eu des violences policières sur les gilets jaunes, moi j'étais intervenu sur cette question contre les armes sublétales. On a dit, je vous interdis de dire qu'il y a des violences policières dans un état de droit, c'est inadmissible. Bon, là, maintenant, on a vu au début de l'épidémie, dès le mois de février, mars, que les soignants, et encore maintenant, je veux dire, c'est pas quelque chose de passé, c'est quelque chose qui existe encore maintenant en médecine de ville et en médecine hospitalière, c'est le manque de matériel. Et donc, on a été les premiers. Alors, heureusement, on a les réseaux sociaux pour s'exprimer un peu sur ces questions-là, nous les médecins, et on a bien pu remonter les infos du terrain. On a vu que les médecins de ville ont été en particulier en première ligne, c'était vraiment eux les premières lignes contre l'épidémie, et étaient sans masque ou avec 10 masques par semaine, quoi. C'est juste ridicule quand on sait qu'il faut changer le masque théoriquement toutes les 4 heures et qu'il faut, pour être bien protégé pour un soignant, c'est avoir des masques FFP2, c'est-à-dire des masques qui sont vraiment étanches, en fait, qui sont adhésifs un peu sur le visage. Ben, on a vu le résultat. En fait, il y a eu des dizaines et des dizaines de médecins généralistes qui sont morts en fait d'être exposés à ce virus. On a eu des aides-soignants en EHPAD qui sont morts d'être exposés au virus. Et dans les hôpitaux, c'est pareil. Il y a eu des aides-soignants qui sont morts d'être exposés au virus. On a vu après dans les centres commerciaux aussi, des caissières qui ont été exposées, qui sont morts de ce virus parce qu'ils n'ont pas eu de masque de protection. Donc maintenant, M. Macron, M. Philippe peuvent essayer de réécrire l'histoire, si vous voulez, mais nous, on les en empêchera parce que nous, on a vécu ça, on l'a vécu dans notre chair, on l'a payé le prix fort, c'est-à-dire avec des décès de collègues qui n'auraient jamais dû exister. Et donc, pour nous, c'est vraiment une insulte suprême, quoi. Mais bon, on est tellement... Le problème de cette stratégie politique qui est employée par ce gouvernement, c'est qu'en fait, à force de détourner la langue, on finit par s'habituer à ça. Et je pense que c'est très dangereux, en fait, de s'habituer à ces mensonges parce que ça fait le lit, finalement, de la perte de sens de tout, quoi. Donc, plus rien n'a de valeur. Nous, on a vécu la pénurie des masques. Maintenant, on doit dire qu'on n'a pas eu de pénurie de masques. Enfin, bon, on joue sur les mots en disant on n'a jamais été en rupture. Ça veut dire quoi? On n'a jamais été en rupture de masques. Il n'y avait pas assez de masques, en fait, pour les soignants déjà. Et encore à l'heure actuelle, il y a des services où ils n'ont pas les masques FFP2 à l'hôpital. Donc, je ne parle pas forcément pour mon hôpital à moi, mais je le sais par des témoignages de collègues, etc., qu'il y a des hôpitaux, des médecins qui n'ont pas les masques encore pour se protéger de cette épidémie. Donc, le,
C'est à la fois insultant, c'est à la fois inquiétant et c'est aussi très grave parce que on peut reconnaître ses erreurs. Je veux dire, si le gouvernement a mal évalué la crise au départ, qu'il a choisi une stratégie qui n'était pas la bonne pour des raisons qu'il devra expliquer de toute façon un jour ou l'autre, euh, qu'il reconnaisse ses fautes. Nous, on est prêt à pardonner, à comprendre. Les gens sont humains, éventuellement, on peut discuter des choses, mais là, venir à nier le réel, ça rend juste les gens encore plus en colère. C'est contre-productif, je pense. Donc, tu as parlé de la situation dans l'hôpital public et s'il n'y avait pas de choix qui opérait, des choix de rupture, on allait dans le mur. Il y a le gouvernement et Olivier Véran ont annoncé un plan Ségur de la santé et les premiers éléments ou les premières annonces sont filtrées, notamment dans le JDD la semaine dernière. Est-ce qu'elles sont de nature à rassurer le personnel soignant ou est-ce qu'on va encore nous ressortir les vieilles recettes? Bah, moi, je fais partie du collectif Interhôpitaux depuis septembre, quand ça s'est créé, septembre 2019. Hein. Faut pas oublier que cette crise de l'hôpital, elle évolue depuis février 2019. C'était le début du collectif Interurgence. Le collectif Interurgence, c'est un collectif de soignants des urgences qui se plaignent du dysfonctionnement des urgences, du manque de personnel, du manque de moyens, du manque d'équipe, du manque de lits d'accueil post-urgence, ce qui fait qu'il y a beaucoup de patients qui attendent longtemps dans les urgences. C'est pas que c'est d'une part qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'en occuper, mais c'est aussi qu'on n'a pas forcément de lits immédiatement pour accueillir ces gens en post-urgence. Et ça, c'est le résultat de la suppression des dizaines de milliers de lits depuis 10-20 ans. Et donc ce collectif, c'est depuis février. Nous, on a collectif Interhôpitaux, on a embrayé en septembre pour demander de façon plus vaste, on va dire, une, une refonte, on va dire, du système de santé ou un retour à ce qu'on avait connu. Euh, et on n'est pas entendu en fait depuis tous ces mois. Donc là, on entend maintenant Monsieur Véran, ce qui est quand même incroyable, c'est que il n'a pas pris attache avec ni les collectifs, ni les syndicats, ni rien. Il passe par le JDD pour annoncer ça, comme ça, un ballon d'essai. Et puis, ce qu'on voit en filigrane, surtout dans ce communiqué de Olivier Véran, c'est que il n'y aura rien qui sera sans condition, en fait. Hein. C'est-à-dire que ce qu'ils vont nous donner de la main droite, ils vont nous reprendre de la main gauche. Hein. On a bien compris, puisque en fait, pour avoir nous, ce qu'on demande dans le collectif, entre autres, c'est une des augmentations de salaire. Parce que le point d'indice des fonctionnaires, et en particulier à l'hôpital, est gelé depuis de nombreuses années, donc ça n'a pas suivi l'inflation, donc forcément ça équivaut déjà à une perte de salaire par rapport au niveau de vie. La deuxième chose qu'on demande, c'est de s'aligner sur les pays européens. Donc, comme je l'ai dit, le salaire des infirmières, par exemple, le 28e rang de l'OCDE, c'est-à-dire qu'en gros, les infirmières sont moins bien payées qu'au Portugal, par exemple. Bon, au Portugal, on voit que ça en sort très bien de cette crise sanitaire, d'ailleurs, on se demande pourquoi. Et nous, on demande un alignement, donc ça équivaut à une augmentation de salaire de 300 euros par mois. Bon, c'est juste le minimum, en fait, qu'on peut faire. Et au lieu de ça, ce qu'on nous répond, c'est oui, oui, on va augmenter les salaires. Donc déjà, on ne sait pas de quel niveau ça va être augmenté. Est-ce qu'il y aura des professions qui seront plus ou moins augmentées, etc. Et puis on nous demande de faire plus, en fait. Donc c'est de faire plus, c'est de faire plus d'heures. Donc on accable les 35 heures comme tous les maux de l'hôpital et on essaye de casser le système des 35 heures. On nous demande, alors que et ça, c'est odieux quand on entend certains analystes sur les plateaux télé, des journalistes, en particulier sur CNews, là, qui a dit que les infirmières travaillaient moins que dans les autres pays. Mais ça, c'est pareil, c'est juste insultant pour le personnel paramédical, parce qu'en fait, avec les 35 heures, ce qui s'est passé avec les 35 heures, c'est qu'on n'a pas recruté. Au contraire, on a supprimé des postes, alors que le but des 35 heures, c'est travailler, c'est partager le travail, en fait. Hein. Et donc partager le travail, ça aurait voulu dire engager du personnel pour justement compenser le moins de travail et donc ainsi lutter contre le chômage en particulier et d'autre part améliorer la qualité des soins en diminuant la charge de travail des personnels, en laissant un temps plus humain pour l'accueil des patients et puis comme ça rétablir un peu un fonctionnement normal de l'hôpital. Le problème, c'est qu'on a fait les 35 heures, mais en continuant à supprimer du personnel, bah oui, il ne faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup,
pour revenir à ce que je disais, les infirmières, par exemple, elles travaillent pas 35 heures, elles travaillent 40 heures, 42, 45 heures par semaine, parce qu'en fait, elles sont rappelées sur leurs horaires quand il y a des arrêts. Elles ne peuvent pas prendre leur RTT comme elles veulent, etc., etc. Donc, en fait, les personnels paramédicaux, ils ont des centaines et des centaines d'heures sup qui ne sont pas payées, qu'on leur propose après de mettre sur des comptes épargne-temps, en fait, qui seront posés à la fin de leur carrière. Donc, ils partiront plus tôt et ça va résoudre ni leur qualité de vie actuelle, ni le problème de personnel à l'hôpital, puisque quand ils vont partir, ce sera peut-être des emplois qui ne seront pas remplacés. Et donc, ça va encore creuser un peu plus le déficit de personnel. Donc, ces annonces-là, après, on a dit oui, on va revaloriser certains parcours, des gens qui vont faire des masters, des médecins qui vont faire de l'enseignement, etc. Bon, on n'a pas attendu Olivier Véran pour faire des masters et faire de l'enseignement quand on était praticien hospitalier. Moi, avant d'être professeur, j'ai été praticien hospitalier. Et aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis interne, je fais de l'enseignement. Je fais de l'enseignement auprès des externes, ensuite auprès des internes, j'ai fait des cours à la faculté pour donner un coup de main à mes chefs qui n'étaient pas disponibles, des choses comme ça. Ils réinventent en fait le système qui fonctionne actuellement. Bon. Donc on est assez inquiet en fait du coup de ce qui va se passer parce qu'au-delà de l'effet d'annonce, nous, on attend des faits, des actes, quoi. Donc, on verra. Mais bon, alors après, une stratégie politique qui fait qu'ils se sont adressés au collectif et pas aux syndicats. Donc maintenant, les syndicats se sont mis sur la touche et en veulent au collectif. Et ils jouent la division, en fait. On voit bien qu'il y a une stratégie de viser la division. De réintroduire les 35 heures là dans le débat, c'est une façon aussi de faire imploser les différentes composantes de cette colère. Et donc, on est assez inquiet de ce qui va en sortir, en fait. Et puis, quand on voit que c'est Nicole Notat de la CFDT qui va être mis en tête des négociations pour les syndicats, la CFDT qui a vendu, on va dire, le système des retraites, on a de forts doutes qu'elle va défendre nos objectifs au niveau de l'hôpital. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance des mobilisations et de continuer à avoir justement les usagers de l'hôpital avec vous. Il y a une date qui est déjà dans l'agenda, c'est celle du 21 juin. On voit qu'il y a aussi des mobilisations aujourd'hui à Paris, à l'hôpital de Brie. On a vu les images, il y avait quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous attendez de cette date du 21 juin? Est-ce que c'est la première étape d'une remise en marche de la longue mobilisation que vous avez menée maintenant depuis des mois? Bon, ça me fait sourire, franchement. C'est encore. Moi, j'ai rien contre les syndicats, au contraire, je veux dire, mais là, il y a une stratégie. Moi, je demande à comprendre. Si vous voulez, on nous refait le coup de l'année dernière, en fait, où on a fait des mobilisations juste avant les vacances, le 28 juin. On va se retrouver 4 jours après en vacances. Et après, what's next? Je veux dire, après, c'est les vacances. On sait qu'on peut pas, les gens vont pas se mobiliser pendant les vacances. Puis après, il y a la rentrée scolaire et on repart pour un tour. Je crois que moi, je suis un peu en colère contre les syndicats pour ça, parce qu'on voit que là, il y a un mouvement quand même, une lame de fond qui est importante avec le collectif interurgence, collectif interhôpitaux. Alors, c'est sûr, on n'a pas été élus, on va dire, comme le sont les représentants syndicaux. Maintenant, je pense qu'on représente aussi une frange, on va dire, citoyenne de l'hôpital qui est aussi en lutte pour sauver notre idéal. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se réunisse autour d'objectifs communs, qu'on arrête les petites guéguerres d'ego ou de centrales syndicales pour avancer ensemble. Cette date du 28 juin, moi, c'est très bien, mais je pense que ça ne servira à rien avant les vacances. Moi, je pense qu'il aurait fallu embrayer tout de suite là, avec une grosse mobilisation, profiter de l'engouement populaire pour le personnel soignant. Et d'ailleurs, nous, à Besançon, on fait déjà une manifestation la semaine prochaine. Alors malheureusement, la plupart des syndicats ont refusé de se joindre à nous. Donc il y a uniquement le syndicat Sud qui participe et co-organise, on va dire, cette manifestation devant l'hôpital, le CHO de Besançon, jeudi prochain à 14 heures. Mais les autres syndicats ont refusé de se joindre à nous. Je crois que c'est un très mauvais message en fait pour cette lutte qui doit être une lutte collective, qui doit être forte, qui doit être unie et qui doit aller au-delà des intérêts partisans des uns et des autres en fait.
Euh, donc nous, pourquoi on se bat en fait, c'est pour remettre à plat un petit peu le fonctionnement de l'hôpital. Parce que depuis Madame Bachelot, on voit qu'on a détricoté vraiment de façon très sévère le système hospitalier en introduisant finalement un fonctionnement d'entreprise. Hein. Avec la T2A, bah, c'était une façon de codifier les actes comme on fabrique des bagnoles en fait, hein, puisque la T2A, c'est juste un système qui a consisté à mettre un prix sur un acte médical. D'accord. Donc, comment compter le temps que passe une infirmière au chevet d'un patient à le rassurer, lui tenir la main, comment on compte le temps d'un médecin qui va prendre 1 heure à l'épouse d'un patient qui est en train de mourir pour lui expliquer que voilà, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Comment on va compter tous ces temps-là? C'est ce travail-là qui fait le cœur de notre métier. Donc, en fait, on nous oblige petit à petit à faire de l'acte technique comme on ferait dans une usine, hein, comment on fabriquerait des voitures, en fait. Donc, la voiture, la 206, elle coûte 15 000 balles. La chirurgie de la tumeur cérébrale, ça va coûter tant. Voilà. Donc, c'est un acte avec une durée de séjour, ainsi de suite. Et petit à petit, on nous fait fabriquer du soin, quoi, comme on fabriquerait des voitures. Donc, nous, on est contre ça parce que ça pervertit tout le système, en fait. Et en plus, c'est contre-productif parce que ça conduit à des dérives. Ça a conduit à des dérives qui consistent à faire des actes qui sont rentables. Si tant est qu'un acte soit rentable, ça veut dire qu'on va dire, le monsieur qui a le pied diabétique, qui a une infection au niveau du pied parce qu'il a du diabète et qui risque une gangrène, c'est moins important finalement que d'enlever une tumeur bénigne du crâne, quoi. Bon, voilà, on crée des ordres de valeur comme ça sur la santé des gens. Et puis, du coup, on va plus soigner les gens qui ont des problèmes de crâne que les gens qui ont des problèmes de diabète. Ce n'est pas parce que la maladie est moins grave, c'est parce que voilà, ça a été décidé comme ça. C'est de la haute technicité, soi-disant. Et puis, on codifie les actes comme ça. Donc, moi, dans ma spécialité, on est content, on va dire, de la T2A parce que c'est une spécialité qui est très valorisée. Après, moi, par exemple, en chirurgie vasculaire, j'ai mon collègue qui travaille autant que nous, qui fait autant d'actes que nous, et en fait, qui, entre guillemets, rapporte moins à l'hôpital parce que déboucher une artère d'une jambe ou faire un pontage sur une artère d'une jambe, c'est moins bien coté que opérer un vaisseau du cerveau, quoi. C'est dingue, quoi. Je veux dire, on nous a emmenés dans un système complètement fou. Ensuite, il y a eu la loi HPST, c'est la loi qui a organisé, on va dire, la gouvernance de l'hôpital. C'est ce sur quoi nous aussi on se bat. Cette gouvernance, en fait, qui est monolithique, puisque maintenant, en fait, c'est uniquement le directeur qui décide tout. Hein. Et puis, le directeur, il est sous dépendance directe de l'ARS et l'ARS du ministère. Donc, comme ça, c'est simple, c'est un circuit court. C'est eux qui décident de la pluie et du beau temps, qui sont quand même sous la double contrainte, en fait, du terrain et de leur tutelle, en sachant que leur seul paramètre maintenant, c'est de faire des économies. Hein. Donc faire des économies, eux, en bons soldats, s'ils ont été nommés à ces postes-là, c'est qu'ils sont compatibles avec le système, en fait, les directeurs. Et donc en bons soldats, ils font ce pourquoi on les a mis là, c'est-à-dire réduire les budgets, réduire les effectifs, euh, et, euh, et comme ça, petit à petit, l'hôpital s'est dégradé, puisqu'on a décidé que la santé, en fait, devait être quelque chose de rentable. Hein, donc ça, c'est vraiment un choix de société, en fait. Est-ce que la société doit être quelque chose de rentable ou est-ce que c'est quelque chose qui doit rendre service à la population? Alors à l'époque où tout ça a été mis en place, c'est vrai qu'il y avait des abus, bien sûr, dans certains services qui, entre guillemets, travaillaient moins que d'autres, ou des équipes qui utilisaient du matériel un peu de façon abusive, ou il y avait des dépenses peut-être qui étaient discutables. Bon. Nous, on est prêts à remettre ça sur la table et à discuter, et à avoir une activité qui soit raisonnée, en ayant conscience que tout ça a un coût, etc. Mais là, on est passé au balancier complètement inverse, qui est que l'argent n'est que le seul paramètre, en fait. Et donc de là, on s'est retrouvé dans les situations. Les médecins, les soignants sont complètement déconnectés des décisions. Le seul paramètre finalement qui reste, pour réduire les dépenses de l'hôpital. Ce qui coûte cher à l'hôpital, c'est ni les murs ni le matériel dans les blocs opératoires. Hein. Ce qui coûte cher, c'est le personnel.
Donc la seule façon de réduire les coûts, c'est de dégraisser la masse salariale. Et donc, dès qu'on peut, on dégraisse la masse salariale. Et c'est pour ça que l'ambulatoire, le fameux virage ambulatoire qu'on nous demande de faire, euh, il est guidé essentiellement par cette logique-là. Hein, parce que quand vous opérez un patient, par exemple, qui arrive le matin, vous l'opérez, il va dans une chambre pendant quelques heures, puis il rentre à la maison, là, vous avez très fortement réduit les besoins en lit, en personnel, et donc le coût de l'hospitalisation. Alors, dans certaines pathologies, si on arrive à faire aussi bien qu'avant, sur l'ambulatoire, moi je dis pourquoi pas. La personne rentre chez elle, elle est soignée, elle n'a pas de douleur, très bien. Après, le problème, c'est que tout ambulatoire, ça pousse aussi à des dérives. Et on voit là à Paris, ils vont faire le grand hôpital nord parisien, là. J'ai vu la semaine dernière, avec un peu d'horreur, qu'ils allaient faire jouxter à cet hôpital, en fait, un hôtel hospitalier. Donc, ce qu'on appelle un hôtel hospitalier, c'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes opéré le matin à l'hôpital, et le soir, vous n'êtes pas à l'hôpital. Vous êtes à l'hôtel hospitalier, qui est une structure privée. Donc là, c'est vous qui payez par le biais de votre mutuelle. Hein, une semi-hospitalisation avec un personnel qui sera probablement moins performant que celui d'un service spécialisé. Moi, je vois dans mon domaine, par exemple, en neurochirurgie, nous, on a besoin de personnel qui soit formé un minimum à la spécialité pour pouvoir détecter les urgences post-opératoires. Quelqu'un qui va avoir un coma ou des troubles de conscience, des maux de tête, qui va savoir détecter très rapidement des complications et rectifier le tir. Et là, à l'hôtel hospitalier, vous imaginez comment ça va se passer. Donc, non seulement ça va dégrader la qualité des soins, mais en plus, ça va reporter le coût de tout ça sur la population. Et puis aussi, ce qui nous a inquiété aussi beaucoup dans toutes les réformes qui ont été faites, c'était l'institution de cette ONDAM. L'ONDAM, c'est l'Objectif national de dépenses de l'assurance maladie, qui est en fait un plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser. Hein. Donc, on nous dit, l'ONDAM est à 2%, ça veut dire que vous pouvez augmenter les dépenses de santé de 2% maximum dans l'année. Et donc, de fait, ça nous oblige à faire des restrictions budgétaires, parce qu'en fait, comme les coûts augmentent, le coût des matériels, le coût des médicaments, on voit bien avec l'industrie pharmaceutique que c'est compliqué, et puis les marges qui sont faites sur le médicament sont absolument astronomiques. Donc tout ça, surtout avec les nouvelles thérapies, on voit que les immunothérapies, les choses comme ça, les coûts explosent en fait. Et donc nous, on doit absorber ça si on veut offrir ces soins-là à nos patients. Mais on nous dit, non, vous ne pouvez pas dépasser 2%. Donc, si on veut faire certains soins modernes, on va dire, on doit rogner sur autre chose. Voilà. Et nous, on dit non à ça. On dit, l'ONDAM, nous, on souhaiterait qu'il soit au moins à 4%. Parce que si on met un ONDAM à 2%, ça veut dire qu'on ne peut pas absorber les coûts déjà on va dire, inhérents à l'inflation, à l'augmentation des charges, etc. Sans compter que les hôpitaux sont extrêmement endettés, puisque aussi on a demandé aux hôpitaux de s'autofinancer. Donc, il y a des hôpitaux qui ont depuis des années fait des prêts pour justement investir dans l'innovation, dans la recherche, etc. Et il y a certains hôpitaux qui ont contracté des prêts toxiques et qui doivent maintenant rembourser des intérêts qui sont juste indignes. Et donc voilà. Et puis pour couronner le tout, il y a eu cette abolition de la loi Veil. On a vu récemment le gouvernement, tranquillou, sans demander l'avis à personne, quand même, a abrogé la loi Veil. Alors la loi Veil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était une loi qui protégeait le budget de la Sécu, en fait. Et donc l'abrogation de cette loi Veil, ça veut dire que avant, quand le gouvernement, par exemple, prenait une décision de loi, par exemple une exonération de charges sociales, par exemple sur les entreprises, il était obligé de reverser ce qui revenait à la sécurité sociale dans le budget de la Sécu pour compenser. En fait, parce que sinon, en faisant ça, on ponctionne directement les caisses de la Sécu. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé en fait quand il y a eu la loi sur les gilets jaunes. On a augmenté le SMIC, on a exonéré de charges sociales, etc. Et en fait, c'est des milliards qui ont été ponctionnés sur la Sécu, en fait, parce que cette loi Veil a été abrogée. Donc, on demande la réinstauration de cette loi Veil.
Voilà, donc il faut que les gens ne soient pas dupes en fait de ce que fait le gouvernement. Ils ont un cap, qui est un cap néolibéral, qui poursuit en fait cette politique qui est en cours depuis plus de 10 ans maintenant, qui vise à déshumaniser l'hôpital, qui vise à instaurer un néo-management de plus en plus toxique en fait dans l'hôpital. Et bientôt, il y aura plus de managers que de soignants dans les hôpitaux. Et puis, à terme, vise à privatiser l'hôpital, en fait, l'hôpital public. Hein, on voit bien, hein, ils n'ont plus peur de le dire maintenant. Et comme je vous dis, là, à Paris, ils vont construire un hôtel hospitalier. Donc, on est quand même assez inquiet pour l'avenir et aussi pour l'engouement des gens pour ces professions-là. Donc, il faut aussi qu'on revalorise à un moment les salaires des soignants, les jeunes carrières, les jeunes dans la carrière, que ce soit les médecins. Quand on voit qu'un interne va être payé quelques euros de l'heure pour faire 24 heures de garde, enfin, je veux dire, c'est juste indigne, quoi. Donc on ne peut plus continuer comme ça, mais on voit bien que ça passe par un changement aussi de cap au niveau de la société. Ça ne va pas se faire tout seul. Merci Laurent pour cet éclairage extrêmement intéressant. On a compris qu'il faudrait une mobilisation large, syndicale, citoyenne, pour imposer d'autres choix et de faire de la santé un bien commun Oui. et de sortir du domaine marchand, tout simplement. Bah, je pense que la population, parce qu'il ne suffit pas ni d'applaudir les soignants, ni de se plaindre. Je pense que la population doit prendre conscience que l'hôpital public, c'est le bien commun, en fait. Hein, et qui permet à tout le monde d'avoir accès à la santé dignement, de ne pas être obligé de revendre sa voiture ou sa maison pour soigner son cancer, quoi, en gros. Et il n'y a que le jour où on rentre à l'hôpital qu'on se rend compte de ça, finalement. Et aussi quand on paye sa mutuelle. C'est du salaire indirect, en fait. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre aussi. C'est que quand on finance un hôpital public de qualité et qui est accessible à tous, on défend du salaire indirect pour les gens. Et donc, les gens ne peuvent pas accepter ça comme ça. Ou alors, bon, un jour, ils vont se retrouver, comme aux États-Unis. La première chose qu'on va leur demander, ce n'est pas leur carte vitale, mais c'est leur carte bleue à l'entrée de l'hôpital. Et on voit où ça mène. Hein. On voit l'épidémie coronavirus aux États-Unis qui fait un massacre dans les populations défavorisées, qui n'ont plus accès aux soins de prévention, que ce soit le diabète, l'hypertension, maladies cardiovasculaires, etc., etc. Je pense qu'il faut qu'il y ait un réveil des consciences là-dessus, parce que là, on est vraiment à un tournant et qu'on aura besoin de l'énergie de tous pour essayer d'inverser le cours des choses. Voilà. Merci encore vraiment Laurent et bon courage pour la suite de la bataille. Merci, à bientôt.